Enchanté tout le monde, vraiment content d'être là. Merci Alex d'avoir fait le pont. Moi, ça fait un bout de temps que j'avais le goût de venir présenter quelque chose au Cégep parce que je trouve que c'est vraiment important, début vingtaine, tout ça, de prendre la perspective, puis de voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, des fois des murs d'une école ou du travail, tout ça. T'sais. Moi, j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait mes sciences humaines sur genre 5 ans. Puis j'ai fait plein de voyages et tout ça. Puis aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment un peu une synthèse de mes 8 dernières années, en fond, autant au niveau de la fermentation, on va parler chimie, surtout biochimie, mais aussi tout l'univers de la permaculture, qui est dans le fond une science de design qui se base sur l'écolittératie, donc le langage de la nature. Comment on peut s'inspirer de la nature, comment que la nature fonctionne pour ensuite appliquer ces enseignements-là dans nos systèmes humains. Fait que ça peut toucher autant un système financier qu'une entreprise, qu'un jardin. Donc, c'est très vaste, la permaculture, qui est l'écolittératie. On va aborder ça un petit peu aussi ensemble et on va terminer avec une petite présentation de mon projet de fermentation, comment moi j'applique ces concepts-là dans le réel. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle Au service du vivant, parce qu'en ce moment, anyway, la génération qu'on est, l'époque qui est devant nous autres, on est déjà dedans, c'est l'adaptation non-stop. Beaucoup de crises qui est déjà là, beaucoup de crises qui s'en viennent, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. Puis être au service du vivant, bien, ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'abord prendre soin de soi, puis ça implique aussi prendre soin de nos proches, de la nature. Et tant qu'on est dans une perspective de prendre soin du vivant, bien, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à nous, beaucoup de solutions. Puis c'est un peu ça que je veux vous emmener aujourd'hui, telle une petite abeille sur une fleur. C'est bien ça que ça marche, hein? Si ça devrait. Là, tu as sauté complètement à gauche. Complètement à gauche. Clique une fois dans l'écran. Ça devrait fonctionner. Parfait. OK. Ça, dans le fond, moi, je viens de la Belle. Je suis un petit cul de la Belle. Ça, c'est les terres de mon grand-père. Moi, le spot là, de fermentation, il est caché dans le bois là-bas. C'est vraiment très proche pour moi, la terre, la nature, ça a toujours été proche de moi. Puis jamais j'aurais pensé finalement aboutir dans le monde alimentaire, malgré que c'était proche de moi. Je vous présente ça un peu pour mettre en contexte, en fait, que tu sais, là où on vient, autant la planète Terre au grand complet qu'un bassin versant comme là, le bassin versant de la rivière Rouge, c'est des racines qui sont importantes, c'est des choses qui créent des liens dans notre vie, qui créent du sens. Puis dans une époque dans laquelle on est, où est-ce que la crise existentielle du sens en général est difficile, ben, de reconnaître d'où on vient, c'est important. Puis j'aime bien ça, aller marcher ce terrain-là, puis me rappeler en fait qu'il y a à peine de 3 générations, on défrichait et on faisait des patates. Là, à un moment donné dans ma vie, moi j'ai vécu une grosse dépression, début vingtaine, puis il a fallu que je me redresse. Fait que j'ai commencé à me salir les mains beaucoup plus que ce que j'étais habitué. Commencer à aller travailler dans des fermes, commencer à aller dans la forêt faire de la cueillette sauvage. Ça, c'est un projet de design d'un jardin chez un ami. Donc, tu sais, pas peur d'aller mettre les mains dans la terre, être en contact avec le terrain. Ça m'a vraiment, d'une part, ça m'a fait du bien, physiquement, mais aussi mentalement, mais de l'autre part aussi, ça m'a fait découvrir vraiment plein de belles choses que je ne connaissais pas. Donc, tu sais, se salir les mains, c'est à la fois quelque chose de fun, mais en même temps quelque chose qui nous permet de tisser un chemin dans notre vie, tu sais, sans qu'on s'en aperçoive finalement. Donc ça, naviguer la transition écologique. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui dans notre époque, cette espèce de transformation des mœurs, cette espèce de transformation du mode de vie qu'on va être forcé d'une manière ou d'une autre à vivre, que ce soit dans une perspective où est-ce que la technologie va prendre beaucoup plus de place ou l'inverse, reste qu'il va falloir s'adapter. Puis l'image ici, ben c'est ça, c'est un peu cette espèce de quête dans un monde où est-ce qu'il y a deux grandes polarités qui s'affrontent dans un endroit où ça se rejoint. La transition écologique, on est en plein dedans. En permaculture, Bill Mollison et David Holmgren, c'est nos mentors, OK? Puis Bill Mollison, il nous a amené une phrase bien simple que n'importe qui ça peut t'appliquer ça dans ta vie, que ce soit tu vis une peine d'amour ou que tu vis un crash civilisationnel. Les problèmes du monde deviennent de plus en plus compliqués, mais les solutions demeurent honteusement simples. Puis ça, c'est vrai. Sur bien des choses dans la vie, souvent on se complique les choses. Puis quand on prend un moment de recul, step back, prend le temps de relâcher un petit peu la pression, là, tout à coup, ça devient évident ce que tu as à faire. Tu sais. Même chose en mécanique, tu es en train de changer un tailleur, puis ça te fait chier, tu sais pas ce qui se passe, ben, peut-être que pendant un moment de recul, ça va t'aider.
Donc, d'avoir ça en tête, peu importe dans notre vie qu'est-ce qu'on va avoir à faire face, là, vraiment, souvent, la solution est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. L'humain, là, c'est la même bébite qu'il y a 300 000 ans. Okay? Tu sais qu'on était de 300 000 ans nomades, après ça, 10 000 ans sédentaires, ça fait à peine de 200 à 250 ans qu'on est industrialisé, puis ça fait à peine 25 ans qu'on est connecté à l'Internet. On est la même bébite biologique. Tu sais, ce qui veut dire en fait que nos cycles hormonaux sont les mêmes à peu près, nos besoins au niveau de s'alimenter, bouger, etc., c'est les mêmes. Fait que, si on est sédentaire, c'est pratiquement évident qu'on va avoir plus de dépression parce qu'on n'est pas en train de dépenser de l'énergie puis vivre l'effet de sérotonine, puis les endorphines, puis tout ça. Donc, de se rappeler en fait que même si on est plus évolué, que là, on a des caméras, des affaires, tout ça, là, je peux projeter genre du tempé au tableau, tout ça, oui, ça agrémente notre vie, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre époque, mais on est le même animal qui a 300 000 ans. Ce qui veut dire en fait qu'on a les mêmes besoins fondamentaux, puis il faut en prendre soin. On peut en énumérer quelques-uns, mais tu sais, déjà là, avoir un toit, bien manger, puis avoir une tribu, avoir un environnement social qui prend soin de nous. Puis ça, c'est probablement une des choses qui est la plus difficile à notre époque, notre tissu social. J'avais beaucoup parlé avec Alexandre à l'époque, après j'étais son étudiant, de vraiment prendre soin de l'humain, c'est prendre soin des liens qui nous unissent. Au même titre qu'on dit on va prendre soin de la forêt, ben, c'est pas juste de dire je prends soin de l'arbre, c'est prendre soin du sol vivant, c'est prendre soin des champignons, c'est prendre soin des animaux, c'est prendre soin de l'ensemble des éléments qui, entre eux, ont des liens. C'est ces liens-là qui sont dans le fond, le plus important, finalement. Parce que si on ne prend pas soin du lien, dans le fond, on met en péril les deux éléments qui sont reliés par ce lien-là. J'espère qu'on va se saisir un petit peu. On va faire de l'écologie en même temps. Là. Donc, ça, là, moi, quand j'ai vu ça, ça vient de l'Université de Minnesota, Nate Higgins, là, pour ceux que ça intéresse, Reality 101, c'est un cours en ligne gratuit, vraiment fascinant sur la transition énergétique. Puis, ça nous montre en fait que la consommation d'un individu au fil des millénaires a vraiment explosé. Okay? 100 watts, c'est une ampoule. Okay? Fait que ça veut dire ça en fait qu'un Australopithèque, là, il consommait en énergie qu'on ramène en énergie électrique 100 watts par jour. C'est l'équivalent d'à peu près de se faire un feu. Après ça, plus ça évolue, plus on devient civilisé, plus ça devient énorme, cette énergie-là. Puis aujourd'hui, c'est 12 000 watts par jour. Okay, à l'heure, c'est comme ce wattage-là, il tourne. Puis si on extrapolait ça en barils de pétrole, c'est 60 barils de pétrole au Canada par individu. Okay? Je dis, genre, t'es comme dans ta côte, genre, t'es 60 barils de pétrole pour l'année. C'est un peu intense que ça nous fait voir, mais ça nous montre en fait à quel point on est dépendant de l'énergie. Parce que je veux dire, pourquoi on consomme cette énergie-là? Ben, c'est pour répondre aux mêmes besoins que notre nomade, notre chasseur-cueilleur nomade il y a 300 000 ans répond. Là. C'est juste que de nos jours, on va le voir plus loin, nos stratégies pour répondre à nos besoins sont beaucoup plus énergivores. Dans une perspective de descente énergétique, il faut aller revisiter ces stratégies-là, finalement. Parce qu'au bout du compte, la petite baleine en bas, là, ça serait, si on avait à métaboliser 12 000 watts par jour, là, dans un organisme vivant, ben, c'est une baleine un grand vocal. Là, je dis 8 milliards de grands vocals sur la planète. Comment ça faire intense? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce privilège énergétique-là? Parce que, oui, on peut dire, fuck, c'est beaucoup, c'est énorme, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, c'est un privilège, on a ça au bout des doigts, genre, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là? Jamais dans l'histoire de l'humanité, genre, un kid qui provient d'une famille de colons a accès à autant d'énergie gratuite, pratiquement, là, je veux dire, le pétrole, c'est pas cher là, par rapport à son énergie potentielle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc ici, on voit le petit pied. Le petit pied, ça, c'est le footprint. Ça, on le connaît bien, dans les mouvements écologistes, on dit que qu'est-ce que ça implique, notre présence sur Terre, notre empreinte écologique. Mais le handprint, c'est qu'est-ce qu'on redonne à partir du fait qu'on a mis le pied en avant, qu'on a écrasé la petite pousse là, qui commençait à peine à pousser. Ben là, c'est comme comment je fais pour réparer ça, ben, je vais me semer des graines. T'sais. Donc, le handprint, c'est aussi un concept vraiment important à avoir en tête par rapport à qu'est-ce que j'amène, moi, ma présence ici, l'impact, mon 12 000 watts par jour, ben, qu'est-ce que je redonne avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça a beaucoup plus d'importance finalement que la quantité d'énergie consommée. C'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Moi, ma perspective, c'est vraiment alimentaire.
Donc, l'enjeu alimentaire, le privilège énergétique qu'on a en ce moment dans les pays du Nord, ici, surtout au Canada, c'est on dit, ben, on a de l'énergie, fait que let's go. T'sais. On consomme 12 calories d'énergie pour en fabriquer une alimentaire. Okay? Ça, genre, si un tigre courait genre, à la savane pour attraper une gazelle puis dépensait 12 calories pour une, ça marche pas, là. Il va mourir. Là. Fait que ça, c'est un red flag. Nous autres, on dit, c'est un drapeau rouge. Hey, tu sais, comme notre modèle alimentaire, ça marche pas. Là. Genre, on fait une conversion d'énergie qui marche vraiment pas. Puis quand on regarde ça, on se dit, fuck, c'est quoi le problème? Comment ça se fait qu'on est rendu là? Puis, la liste est longue. Là. Puis, j'imagine que Véronique Bouchard va pouvoir en parler aussi dans le colloque, mais un des gros points, c'est qu'il y a à peine 3% des gens qui sont impliqués dans la production alimentaire en Amérique du Nord. T'sais, avant, c'était peut-être 80. On peut dire, oui, c'est une émancipation de l'humain, on s'est libéré de tâches, etc. Mais reste qu'au niveau énergétique, c'est un problème. T'sais, si on était plus à aller dans le champ, ne serait-ce que 8 heures par semaine, ou 6 heures par semaine, ça changerait toute la donne. Donc, quand on regarde ça, on peut dire, fuck, quand on regarde ça, on se dit, voyons, ça marche pas. C'est comme, il y a une crise qui s'en vient, quelque chose qui s'en vient. Mais dans la nature, une crise, ça crée des opportunités. Il y a un dicton, je ne sais pas si c'est samouraï ou whatever, le Tao qui dit la crise amène des opportunités. Ben, c'est ça. Ici, on peut voir dans la forêt, il y a eu clairement soit une maladie ou peu importe, probablement une maladie dans ce cas-là. Là, ce que ça fait, c'est que ça fait mourir une essence, mais ça donne de la lumière après ça pour des plantes qui étaient en train d'essayer de pousser à travers cet ombrage-là. Fait que si, comme je disais tantôt, on va avoir à s'adapter dans notre vie. Fait qu'il faut être capable de reconnaître l'opportunité derrière la crise, peu importe la situation. Donc, tu sais, la permaculture, ça nous amène, dans le fond, à répondre à cette perturbation-là au niveau alimentaire. C'est de là que ça a émergé, la permaculture, c'est-à-dire une réponse du mode de vie de l'humain sur son environnement pour répondre à ses besoins alimentaires. Et là, ça s'est extrapolé ensuite sur l'habitat, construire sa maison, être en lien avec les autres, faire des entreprises, avoir des transports, etc., etc. Donc, on s'inspire de la forêt pour voir comment elle s'adapte aux perturbations. Puis ensuite, on l'applique à nos designs. Ça va? Cool. Donc, comme n'importe quelle discipline, en fait, là, que ce soit de l'aïkido, du judo, tout ça, il y a des éthiques puis des principes. Puis en permaculture, ben, on est en mode plus design. Fait que notre éthique, elle reste simple au cœur de notre pratique. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des humains, puis partager équitablement les surplus. Okay? Puis pour partager des surplus, ça prend des limites. Okay? Il faut être capable de se dire dans la vie, OK, moi, là, genre, si je ne me couche pas à 9h30 le soir, je suis scrap le lendemain, tu sais. Comme, je peux-tu mettre cette limite-là? Une limite, c'est faite pour être dépassée de temps en temps. Tu sais, c'est comme si on se dit, ah non, mais là, à chaque soir, ça devient plate. Mais si on n'est pas capable d'avoir une régularité dans nos limites, ça ne marchera pas pour nous. Tu sais. Fait que ce soit au niveau dire, OK, ma consommation de pétrole, manger local, peu importe ce qu'on peut choisir nous-mêmes dans notre vie, comme mettre comme limite, mais ça va avoir un effet incroyable sur ce qu'on va pouvoir partager comme surplus. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de surplus. Okay? Ensuite, on a les principes. Les principes, c'est comme une marche un peu. T'sais, on part du principe 1, puis en fonction de où est-ce qu'on s'en va, on vient jouer avec les autres principes. Ça, je ne vais pas aller dans le détail, mais je vous invite à aller voir sur le site de permacultureprinciples.com. Puis tout est là, puis ça explique en gros c'est quoi. Comme par exemple, ne pas produire de déchets. Si moi, dans mon entreprise, je ne prenais pas compte de ce point-là, ben, je ferais du tempeh emballé dans du plastique, puis let's go. Mais là, au lieu, je fais du tempeh en vrac, puis on est les seuls qui font du tempeh en vrac. Fait que c'est comme ça ouvre aussi des edges qui n'étaient pas là avant. Fait que je vous invite à aller voir ça éventuellement. Mais c'est là-dessus qu'on se base. Ça, c'est vraiment la base. Après ça, il y a de la complexité qui vient avec ça. Mais en fonction de ça, on peut vraiment réaliser un design. Puis un design, ben, comme je disais tantôt, c'est autant design de vie, c'est ce que moi je veux, moi, tu sais, un design d'un projet extérieur à moi, un jardin, tout ça. Mais ça peut être aussi, plus spécifique à l'entreprise, etc. Ici, c'est un petit exemple pour vous montrer un peu, on peut voir la polyculture intensive, Mike Shepherd. Tu sais, c'est très arrondi, les courbes, etc. Mais tout ça, il y a une raison derrière, c'est l'effet de bordure, c'est favoriser la biodiversité qui est derrière ça versus des lignes droites qui, oui, vont être plus faciles à entretenir, probablement. Ça, c'est un système très efficace, Mark Shepherd. Mais parce qu'il est allé dans une approche
écologique, ben, ça a créé un paysage différent, ça a créé une beauté différente que s'il y avait été dans une approche productiviste. Donc, dépendamment de notre point de départ, puis le frame, la structure qu'on se donne dans nos réflexions pour designer quelque chose, ça va donner des portraits vraiment différents. Donc, c'était juste pour montrer un petit peu, on peut l'appliquer à un habitat comme un petit homestead, on peut l'appliquer à la production intensive, et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple en Chine. Les Chinois, on dit souvent à la Chine, ils sont malades, là, mais oui, ils sont malades en Esti. Ils sont transformés, ils ont régénéré 35 000 km² de désert. Là. Ça, c'est à la limite du désert de Gobi, c'est aride au bout. Là. Puis, tu sais, là-bas, les gens se sont mobilisés. Là. Ça a été fait à la pioche, puis un petit peu avec la pépine, mais surtout à la pioche. Puis on peut voir qu'en l'espace de 10 ans, c'est fou. C'est des milliers de personnes qui se sont impliquées là-dedans, des millions en fait. C'est une sécurité alimentaire accrue, puis c'est aussi 1,6 milliard de tonnes de sol qui arrêtent de s'éroder. Ça, c'est immense. C'est vraiment incroyable. Fait que pour dire que l'humain, quand il se décide de faire quelque chose de correct, là, on va dire, ça fait du sens de voir ça, là, ben ça marche. C'est possible. Il y a de l'espoir quelque part. Puis, on peut l'appliquer à n'importe quelle sphère de la vie, je veux dire, c'est comme, moi, je suis un gars vraiment de sciences sociales qui tripe bouffe, fait que je fais de la fermentation avec la communauté, mais genre, si quelqu'un, son rôle, c'est en plus un gestionnaire, puis tout ça, puis il va plus travailler au niveau du community design, ou quelqu'un qui a plus une vision très pointue scientifique, va aller plus dans la chimie, chimie verte, etc., ben, les mêmes principes s'appliquent, que tu sois en chimie dans le micro de l'affaire ou que tu sois dans le design international des relations entre les pays, etc. La même approche peut être appliquée, puis elle a pour effet, finalement, de prendre soin, puis de mettre c'est œuvrer comme un écosystème, vraiment dans cette perspective-là, versus dans une perspective linéaire. C'est aussi apprendre à œuvrer avec les différents royaumes du vivant, là, que ce soit le royaume animal, fongique, donc les champignons, les plantes, les algues et les bactéries. Comme Idriss Aberkan dit, Idriss Aberkan, si vous ne connaissez pas, allez voir ça, c'est vraiment cool. Il y a une vidéo, entre autres, qui s'appelle « L'économie de la connaissance », qui est vraiment incroyable à écouter. C'est un bon bloc, mais ça accroche. Il dit « La nature est une bibliothèque, lisez-la au lieu de la brûler, ça revient à ça. » Qu'on parle de biomimétisme en technologie, en énergie, etc., ou qu'on parle de s'inspirer du vivant pour créer nos systèmes humains plus au niveau social, c'est ça, c'est s'inspirer de la nature. Puis pour s'inspirer de la nature, il faut bien la connaître. Il faut bien se connaître soi-même avant de se dire, je vais aller dans un domaine quelconque dans la vie. C'est dire, OK, moi je vais pitch, je m'en vais massothérapeute. OK, mais est-ce que tu aimes ça de toucher le monde et être touché? Si tu n'aimes pas ça, c'est pas un domaine pour toi. En permaculture, on a souvent cet exemple-là de la poule. La poule, c'est quoi ses besoins? Okay? C'est quoi ses produits? Puis c'est quoi ses caractéristiques intrinsèques? On appelle ça une analyse fonctionnelle ou une analyse de niche écologique. J'aurais pu remplacer le poulet par ma face ou par la face d'Alexandre. Genre. Là, on aurait pu dire, OK, gang, c'est quoi genre les caractéristiques intrinsèques d'Alex? Il est là à l'heure, il est clairement là à l'heure, sauf quand il y a telle chose. OK, ça, c'est bon, c'est caractéristique intrinsèque. Ses besoins, c'est quoi? Bien, clairement, besoin que les étudiants l'écoutent, sinon, ça ne marche pas. Puis, un de ses produits, c'est comme de vraiment stimuler la motivation des jeunes, clairement qu'il y a ça dans le sang. En étudiant, c'est quoi l'élément qu'on veut travailler avec? On le connaît mieux, on peut mieux en prendre soin. Puis là, ensuite, on va dire, OK, la poule, elle va être en lien avec quoi? Elle va être en lien avec un espace. Cet espace-là, il faut qu'il soit assez grand pour la poule, sinon la poule, parce qu'elle gratte le sol, elle va défoncer le sol. Fait que là, il faut qu'elle soit assez grande, etc. Donc là, on peut mettre en lien différents éléments, puis c'est en prenant soin du lien, comme je disais tantôt, que là, on favorise les éléments dans leur prospérité. Sinon, il va tout le temps en avoir un qui ne filera pas bien. En gros, là, ce qu'on dit, là, faut que ce soit gagnant, gagnant, gagnant. Okay? Si c'est gagnant, perdant, ça ne marche pas. Ça, c'est un principe de base. Fait apprendre à connaître les éléments qui nous entourent. Puis à partir de là, c'est ça. C'est dire, OK, nos besoins sont non négociables. Puis on s'entend sur le besoin, OK? Pyramide de Maslow, là. Genre, pas genre, j'ai besoin du nouveau iPhone. Ça, c'est pas un besoin, ça, c'est un caprice. Genre, là, on va regarder ça, c'est comme mes besoins. J'ai besoin de manger. Claire, j'ai besoin de manger. C'est quoi la stratégie que j'emploie pour manger?
Puis est-ce que cette stratégie-là prend soin de la vie autour de moi puis en moi? Est-ce que si, par exemple, j'ai besoin de manger puis je vais dans une chaîne de restauration rapide, en ce moment, c'est peut-être une urgence puis c'est ça qui est ouvert, etc. OK, ça marche. T'sais. À court terme, j'ai peut-être un mal au ventre, mais au moins, à moyen terme, j'ai encore en vie. T'sais. Mais si ma stratégie, c'est de dire, ben, je me fais un lunch parce que je sais qu'à niveau, je vais en faire un moment donné, ben là, tout à coup, on réduit les déchets, on garde notre argent dans nos poches beaucoup plus, puis on ne l'envoie pas dans une multinationale, etc. Puis tout ce que ça vient impliquer comme impact. Fait qu'il y a une analyse d'impact à avoir sur c'est quoi la stratégie que j'emploie pour répondre à mon besoin. Puis ce besoin-là, comme je l'ai dit, il peut être un besoin collectif, il peut être un besoin d'une nation, il peut être un besoin d'une planète, puis la stratégie va avoir un impact boule de neige. Parce qu'une fois qu'on pèse sur play, qu'on se dit, OK, ça c'est une stratégie, on pèse sur play, ben ça se fait. C'est dur d'en revenir en arrière. Donc, tu sais, j'ai à votre âge, mais je ne suis pas vraiment plus vieux que vous autres, j'ai 28 ans, tu sais, mais comme dès que tu pèses sur play, tu dis, OK, moi je fais ça, ben là, tu y vas. C'est soit que tu te pètes la gueule solide pour te servir de bord, ou soit que tu as mis en place des systèmes pour te permettre d'aller chercher du feedback et t'adapter, ou soit que tu t'es vraiment tombé sur la bonne track puis tu y vas. T'sais. Fait que de se donner de la marge de manœuvre, c'est important, puis d'être à l'écoute des besoins et des stratégies qu'on met en place, c'est, je vous dis, c'est le cul. Ça va? Ouais, good. Parfait. Donc, une fois qu'on a plus de clarté sur nos besoins et qu'on s'est questionné sur différentes stratégies, ben là, on peut travailler avec des modèles. T'sais, on se dit, OK, là, ici, on a un modèle sur la ligne horizontale, ben, c'est de dégénératif à régénératif. Puis entre les deux, il y a le durable. En permaculture, on tente d'aller au maximum de la régénération, puis le durable, c'est juste pour dire que ça s'équivaut. Puis quand on va vers le côté, on va dire le côté rouge, le côté, on ça le Technical System Design, mais là, on est dans le linéaire. On est dans on va prendre la ressource, on va faire de quoi avec, puis on ne prend pas soin de l'impact qui a été fait. On est dans une perspective réductionniste. Tandis que, puis ça coûte cher en énergie ce bord-là. C'est vraiment, c'est énergivore. L'autre bord, au début, ça peut nous coûter plus cher en énergie, mais sur le long terme, on gagne. Parce que là, tout à coup, oui, quand on implante une forêt nourricière, par exemple, ça prend beaucoup d'énergie. Mais après ça, la forêt agrandit, etc., puis elle nous donne des services écologiques qui font en sorte que là, on est en avance sur l'énergie que ça nous a demandé au départ. Donc, quand on s'en va vers le régénératif, c'est beaucoup plus des systèmes vivants, des systèmes complexes. On est dans une perspective de vouloir réduire notre impact énergétique sur le long terme et de prendre soin. Prendre soin de la ressource, oui, j'ai besoin d'azote pour faire pousser ma plante, t'sais. Mais est-ce que je mets des plantes qui fixent l'azote? Comment je prends soin de mon sol pour pouvoir ensuite cultiver davantage, etc.? Bien, il faut se poser ces questions-là. Donc, une fois qu'on est là-dedans, là, on peut entreprendre sa quête. C'est dire, OK, c'est comme, là, j'ai une bonne idée, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes stratégies, OK, tout ça, j'ai évalué un petit peu les impacts, OK, là, je suis prête à comme faire un prototype puis avancer, voir, aller chercher du feedback. Puis moi, ben, ça a été la fermentation. Okay. Là, on passe du monde un peu plus macro, l'humain, la société, le design, à la fermentation, le sujet qui nous intéresse. Donc, à l'origine de la vie sur Terre, okay? La Terre, c'est une fermentation de 4,5 milliards d'années. Je vous explique pourquoi. Okay? Une fermentation, c'est quoi? En fait, c'est de favoriser des organismes vivants en fonction d'un besoin précis. Que ce soit une fermentation, par exemple, d'un compost pour avoir comme un super bon compost d'aller dans le jardin, ou une fermentation d'une bière pour avoir une petite traite. Fait que là, si on met ça en perspective de la planète, bien, la planète, c'est un peu comme une grosse cuve de fermentation dans laquelle il y a plein de micro-organismes, puis les conditions, ils changent. Fait qu'en fonction des conditions climatiques, environnementales, bien, ça va favoriser certaines espèces plus que d'autres. Comme à l'origine, c'était une mer de bactéries, les cyanobactéries, qui échangeaient du matériel génétique. Puis à un moment donné, une propriété émergente, la photosynthèse est apparue, puis ça a été la révolution. Et là, c'est comme, il y a eu des symbioses avec les champignons qui étaient sur Terre, les premières plantes sont arrivées, etc., etc. Puis là, tout à coup, le CO2 a commencé à être séquestré, puis l'oxygène avait de plus en plus, puis là les conditions changent. Puis c'est en créant des conditions favorables qu'on vient à choisir c'est quoi qu'on veut favoriser. Fait que c'est très proche de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux besoins. Finalement, c'est comme si je veux prendre soin de moi, ben, je sais très bien que du fast-food, ça va être bon dans la bouche, mais genre, je vais me sentir mal après. Ben, je vais prendre des conditions favorables, je vais me faire un burger à la maison, fucking bon, puis je vais me sentir bien après. Ça ne veut pas dire que le burger n'est pas bon, c'est plus comment, c'est pas le contexte.
Donc, en fermentation, on travaille à créer les conditions favorables à ce qu'on veut voir. Fait que si par exemple, mon but, c'est de créer genre un pathogène tellement genre méchant qui va comme s'attaquer aux méchants de ce monde, puis comme whatever, ben, je peux créer des trucs fucked up. Au même titre que comme je peux dire, ben, moi, je vais trouver quelque chose qui est vraiment bon, puis qui va nous permettre d'aller chercher des propriétés au niveau de la santé, etc., ben là, on va favoriser certaines espèces. En fermentation, de nos jours, on étudie énormément de micro-organismes, chose qui est le fun avec la science, mais il reste que je vais vous présenter des fermentations tantôt qui datent de 2000 ans d'histoire écrite, là, qu'on a des traces, peut-être même dire qu'il y en a comme avant ça, qui fait en sorte que, comme on dit, qu'ils ne savaient pas, comme scientifiquement parlant, genre, mais au niveau de l'observation de la nature, de comme faire, hey, j'ai laissé du riz dehors, puis là, tout à coup, il y a une moisissure blanche qui s'est installée, puis ça sentait bon. Fait que là, j'y ai goûté, man. J'y ai goûté, puis c'était bon, man. Puis là, genre, une génération plus tard, ils ont fait un alcool capoté qui s'appelle le saké, tu sais. Puis là, finalement, les empereurs, ils ont juste comme dit, OK, vous allez payer votre pension, là, vos taxes avec du saké, tu sais, comme. Puis là, après ça, l'histoire du koji au Japon, etc. Comme, mais ça vient de, probablement d'une erreur ou d'une observation qui a mené à plus loin. Puis la science, ben, c'est ça, c'est de l'observation, finalement. Que ce soit avec des méthodes très, très spécifiques ou avec comme le nez, les yeux, le goût. OK, il est encore en vie, tu sais. Ça va, tu sais. Ça, on est plus dans la science expérimentale. C'est ça. Fait que là, en sachant, dans le fond, je reviens à l'analyse de niche de tantôt, en connaissant mieux nos micro-organismes ou le type de fermentation qu'on veut faire, mais là, on va créer les conditions favorables. C'est un peu la même chose qui se passe dans le sol. C'est une petite parenthèse. En cercle rouge, là, dans le fond, j'ai encerclé champignons et bactéries parce qu'on peut voir dans la chaîne entre les plantes, les animaux puis les éléments chimiques du sol, c'est les bactéries puis les micro-organismes qui font faire le pont. La plante, elle ne se nourrit pas directement de l'azote. Il y a des bactéries qui font le pont entre les deux, dépendamment si elle est rendue soluble. Mais c'est ça, c'est des bactéries-là, c'est des micro-organismes qui vont faire ce travail de rendre disponibles les nutriments. C'est la même chose dans notre système digestif. Okay? C'est comme, oui, nous autres, on mastique, au niveau mécanique, il y a un travail. Notre salive, elle va être alcaline, notre estomac va être acide, fait qu'il y a un effet chimique. En plus de ça, on a des micro-organismes dans notre bouche, dans notre système digestif qui, eux, vont digérer aussi avec nous tout ça. Donc, ensemble, on vient à comme faciliter le pont entre l'énergie et les organismes vivants, finalement. Pour lui-même, on parle beaucoup de terroir puis de microbiote. Tu ça n'a pas en tout, c'est quoi le microbiote, genre? Non? Ça va quand même pas peu. Tout c'est pas pantoute, parfait. OK. Le microbiote, dans le fond, là, c'est l'écosystème de bactéries de quelque chose spécifique. Si on dit le microbiote cutané, ben, c'est l'ensemble des bactéries qui est sur nos bras, nos mains, notre peau. À chaque fois qu'on lave nos mains au niveau COVID, c'est pas juste le virus qu'on tue. Là. Genre, on tue notre flore qui est sur notre peau. T'sais. Puis à chaque fois qu'on se lave avec du gros savon, ça fait la même chose. T'sais. Fait que oui, c'est pour ça qu'ils disent, lave-toi pas genre du savon 2 fois par jour, genre tu vas te niquer la peau. Là, prends soin de ta peau, mais c'est prendre soin des micro-organismes. Au même titre qu'on va dire le microbiote du sol. Je montrais tantôt l'image du sol, ben c'est ça. C'est quoi les micro-organismes dans un sol? Dans une culture biologique, il va y avoir un sol beaucoup plus vivant que dans un sol d'agriculture conventionnelle. Le microbiote peut aller même le microbiote de l'air, le microbiote d'une plante, le microbiote de ce que tu veux étudier. Puis l'humain, nous, ben, c'est ce qui est sur notre peau, puis dans notre tube digestif. Puis en passant, si on réfléchit, ça a l'air un peu fou, mais genre, notre tube digestif, il est à l'extérieur de notre corps. T'sais. C'est comme une membrane, tu sais, qui fait le pont entre le monde extérieur et l'intérieur. Ça, c'est flyé, mais ce qui nous permet d'avoir une barrière sécuritaire, c'est ces micro-organismes. Puis je vous invite à aller étudier peut-être un petit peu là, sur YouTube, voir microbiote, santé, etc. Vous allez voir qu'il y a des études capotées qui sortent, autant au niveau de la naissance des enfants, par césarienne, ils n'ont pas le microbiote de leur mère. Il y a plein de choses comme ça qui viennent jouer au niveau des allergies, au niveau de la santé, de l'inflammation, etc. Donc, on est vraiment comme à ce niveau-là, dans la science, on est comme à chaque semaine, je reçois des nouveaux articles, c'est capoté là, ce qui se passe. Puis c'est, dans le fond, mettre de la lumière sur des choses potentiellement que des cultures anciennes
avaient déjà intégré dans leur routine, dans le fond. Puis le terroir, c'est dans le fond un microbiote spécifique à une région. Fait que, mettons, quand on parle de vin, là, ça c'est un vin de terroir. Bien, le terroir, de genre le bassin versant de la Rouge, le vin qui va être fait là va être différent du bassin versant de la Diable, mettons, ou comme le bassin versant du Saint-Laurent. Tu sais. Donc, la bactérie lactique qu'on cultive au jardin sans pépins ici à Brébeuf, ben, est similaire, c'est la cousine à celle qui est cultivée à Sainte-Catherine-d'Atlan en Estrie. Les deux vont nous faire du kimchi, mais il va y avoir une petite différence dans leur, finalement, dans leur essence ou dans leur... c'est ça, c'est comme un cousin éloigné. Tu as un cousin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'a pas le même accent que toi. T'sais. En gros, ça ressemble à ça. Puis c'est ça, tu sais, le sens du terroir, du microbiote, puis de la culture de place, qu'on dit, donc d'être un habitant d'un lieu, c'est intimement lié. T'sais. Pourquoi que quelqu'un qui élève des moutons dans la steppe mongole va avoir un microbiote dans son système digestif similaire à celui du mouton puis du sol? Ben, c'est parce que la même lactobacille, la même bactérie est dans le sol, sur l'herbe, est mangée par le mouton. Ça s'en va dans le système digestif du mouton. Puis là, ben, quand l'humain, lui, sa ressource dans les steppes, ben, c'est le lait. Ben là, quand il va garder le lait, il va le prendre dans quoi? Il n'y a pas de contenant. Ben là, quand un animal meurt, il va utiliser l'estomac, il va la faire sécher, mais dans l'estomac, il y a des bactéries. Les bactéries vont faire cailler le lait, il va faire des yogourts, du kéfir, du fromage. Et de là, l'origine de ça, mais quand on mange ça, on a les mêmes bactéries à l'intérieur. Donc, cette bactérie-là va nous caler, va dire « Hey, lait, j'ai faim. » Elle a faim, mais nous aussi, on a faim. C'est comme une symbiose là-dedans qui est vraiment intéressante. Puis, tu sais, là-dessus, les rages de sucre, là, ben, c'est ça. C'est pas toi qui veux du sucre, là. C'est les levures qui veulent du sucre. Puis entre vous autres, là, entre moi et vous autres, là, on a beaucoup trop de levures dans notre système digestif par rapport, mettons, aux bactéries. Puis ça crée de l'inflammation, ça peut créer de l'eczéma, ça peut créer des troubles d'attention, de l'anxiété, ces rages de sucre, là, etc., qui viennent avec ça. Puis après ça, le sucre, lui, dans ses effets, quand cette levure-là le mange, ben justement, ça crée de l'inflammation. Puis l'inflammation, Dieu sait ce que ça peut créer dans 10 ans sur quelqu'un. On parle de côlon irritable, on parle de plein de choses. Finalement. Oui, la diète, c'est comme quelque chose de dire, j'en ai la responsabilité, mais c'est aussi comme composer avec une panoplie. C'est comme composer avec une grande famille à l'intérieur de ça. Dire, OK, là, je sais que toi, tu veux du sucre, mais genre là, en ce moment, il faut que tu te calmes là, parce que l'autre à côté, il a besoin de gras. Là, donc, tu sais, d'arriver à conscientiser finalement qu'il faut se dompter parce qu'on n'est pas tout seul. OK. Good. Donc, dans les aliments fermentés, on a vraiment plein de genres, tu sais, comme on connaît bien la bière, on connaît bien l'alcool, on connaît ça. Le levain, on connaît un peu le levain, tu sais, on voit un peu c'est quoi, les pains au levain, etc. Les fromages, le yogourt. Mais après ça, comme quand ça rentre plus dans les fermentations atypiques pour un nord-américain, il y a le tempeh. Le tempeh qui est une fermentation d'une moisissure. C'est ça, c'est toute la moisissure sur de la légumineuse. Okay, mais cette moisissure-là rentre dans la catégorie des moisissures nobles, qu'on appelle, qui sont les moisissures alimentaires, qui vont être favorables à une digestion, puis qui vont amener des goûts, etc., qui est intéressant. On a également le koji, qui est une autre moisissure noble, qui est à la source de tout ce qui est le miso, les sauces soya, le saké que je parlais tout à l'heure, l'alcool de riz, et plein d'autres fermentations en cascade. Tu peux prendre le koji puis faire plein d'affaires avec, même des yogourts végétales, etc. Tu peux prendre le tempeh puis faire à peu près la même chose. Ça, on s'amuse avec ça parce que dans le fond, tempeh, koji viennent de deux terroirs complètement différents. Le tempeh vient d'Indonésie, le koji, ça vient de Chine, mais ça s'est fait comme vraiment, on va dire, pas raffiné, mais la pratique du koji a été beaucoup plus approfondie au Japon. Mais là, en disant, OK, ben c'est à peu près les mêmes portraits enzymatiques, l'un l'autre, je vais revenir aux enzymes, mais les mêmes portraits enzymatiques, ben peut-être qu'on peut faire du miso à partir du tempeh. Au lieu d'utiliser le koji, on va prendre le tempeh.
Donc là, ça va nous permettre d'innover, de créer des choses complètement capotées, ou dire on va pasteuriser le tempeh, on va le faire lacto-fermenter, puis là ensuite on vient l'inoculer avec la moisissure du koji, puis elle va manger la moisissure. Puis là, ce qui va sortir de ça, c'est un goût genre de fromage, mais c'est juste du pois jaune à la base. Tu sais, ça, c'est nice. Puis après ça, aliment fermenté, on connaît la choucroute, on connaît les sauces piquantes, tu sais, la fameuse tabasco, ben ça, c'est fermenté aussi. Et j'en passe. Les avantages de la fermentation, ben, d'abord, il y a un effet de conservation. Là, je ne les ai pas mis en ordre, là, mais la conservation, c'est surtout ça qui était l'origine de la fermentation. C'était pour conserver, là, on revient à l'époque de la Chine, là, où est-ce que c'était des grosses dynasties chinoises. C'était probablement l'endroit le plus riche de la planète à cette époque-là. Eux, il fallait qu'ils puissent amener les cultures maraîchères des vallées, puis les produits de la mer dans les montagnes, voir les moines, puis voir les peuples d'en haut. Là. Pour conserver ça, vu qu'il n'y avait pas de frigo, ben, le sel était beaucoup employé. Donc, tu sais, on va saler les viandes, on va saler le poisson, tout ça. Mais là, quand on a commencé à saler les légumes, etc., ben là, on a vu que tout à coup, le pH devient plus acide, donc on peut conserver comme dans un vinaigre les légumes. Après ça, on peut le faire avec la viande, on peut le faire aussi avec ça, etc. Puis là, ben, la pratique liée à la conservation, c'est amplifié. Puis là, ensuite de ça, ben là, le goût, tu sais, le goût entre manger un chou cru puis un chou lacto-fermenté, c'est deux univers. Le chou lacto-fermenté va être beaucoup plus acide, il va faire saliver énormément. Puis, ça vient comme un condiment aussi. Les vitamines, certaines vitamines peuvent être bien préservées aussi beaucoup plus longtemps que si c'était juste frais, puis même au frigo. Donc, la saveur umami, tu sais, le fameux MSG ou le glutamate monosodique d'un chip qui fait en sorte que genre, moi, je trouve un sac, là, je le finis. Genre, c'est ça ma loi maintenant. Je trouve un sac, je le finis. Puis si je sens que si j'ai à le finir, je vais avoir mal au ventre, ben je ne trouve pas le sac. C'est comme ma limite, tu sais. Fait que le umami, c'est comme une saveur dure à décrire, mais on va la retrouver dans les champignons, la viande, on va la retrouver dans le miso, tous les trucs fermentés. C'est un goût qui, comme, j'en veux d'autres. Il me semble que c'est réconfortant, ça fait du bien. Donc ça est issu des fermentations. Donc, au niveau gastronomique, là, les chefs, ils trippent. La fermentation, c'est comme à la main. Mais après ça, on se rend compte qu'au niveau nutritionnel aussi, tu sais, justement, le tempeh, la protéine, je vais revenir plus tard, mais la tempeh, vu qu'elle est fermentée, la protéine qui est fermentée, ça va être beaucoup plus facile d'assimiler finalement les acides aminés directement. Ça va être beaucoup moins dur à digérer. C'est entre manger du soya pas fermenté et du soya fermenté, c'est genre deux univers de digestion complètement différents. Fait qu'au niveau de la nutrition, c'est oui, il y a certaines vitamines qui vont apparaître, parce que je vais y revenir, mais en même temps, il y a une facilité de digestion qui est plus grande. Fait qu'on va chercher plus, il y a moins de gaspillage alimentaire dans notre tube digestif. Parce que ça, il y en a, on ne pense jamais. La santé, même chose, ça, il y a des propriétés émergentes de la fermentation. Je prends un exemple sur le miso. Mais le miso, lui, va avoir des molécules qui vont être hypotensives. Fait que quelqu'un qui fait de la haute pression, qui ne peut pas manger de sel, parce que là, ça va faire augmenter la pression encore plus, peut saler avec du miso, puis ça va faire descendre sa pression artérielle. Pourquoi? Ben, c'est parce que les molécules qui sont générées dedans, hypotensives, vont être plus grandes que l'effet hypertensif du sel. Fait qu'au bout du compte, ça s'équilibre. Ça, là-dessus, ben, il y a des études qui peuvent aller chercher en masse. Puis même chose au niveau des probiotiques. C'est une probiotique, je reviens tantôt aussi, mais comme c'est une bactérie vivante. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient entraîner. C'est comme un coach de gym qui vient entraîner ton système immunitaire, qui est comme hey man, viens t'entraîner, puis tout ça. Fait que ça a un effet de rendre ton système immunitaire plus fort finalement. C'est ça qu'ils disent là, en ce moment, prenez soin de votre microbiote, c'est bon pour le système immunitaire, nanana. Ben, c'est tous ces côtés-là au niveau de la santé. Puis j'ai mis le surcyclage. Okay, le surcyclage, c'est pas du recyclage, c'est du surcyclage. Fait que comme par exemple, moi, dans mon lieu de production, mes eaux grises, ça s'en va dans une tank scellée. Puis là, j'ai un projet cet été, c'est d'utiliser ces eaux-là pour faire du fertilisant avec. Fait que c'est pas de dire, OK, je fais juste comme prendre ces eaux-là, je les traite, c'est fini. T'sais. Là, je les prends parce qu'elles sont riches en phosphore et en azote. Je les sors, je les fais fermenter. Je fais un processus de fermentation, mais pour compost, pour eau grise, pour utiliser ensuite ces nutriments-là dans le sol. Fait que ça me crée un produit de valeur ajoutée, finalement, que de payer pour me débarrasser d'un déchet. C'est la même chose, par exemple, que j'épluche mes carottes.
ben là, je pourrais soit les faire lacto-fermenter, pour faire une espèce de petit pickle, genre que je peux plier par exemple les sushis, mettons. Ou je pourrais aussi dire, je fais une moisissure dessus, puis je les utilise pour faire un mirin. Un mirin, c'est genre de petite sauce umami à base de légumes. Ça fait qu'en gaspillage aussi, c'est intéressant pour ça. Ça va? Pas de questions? Il y a ça. Alors, on parle de chimie. Tu sais, dans le fond, c'est ça, depuis tantôt, je fais de la chimie, c'est de la biochimie alimentaire, finalement. Puis, on travaille ici, je vous présente un peu nos alliés. Puis, dans ces règnes-là, il y a aussi des ennemis, là. Il y a des pathogènes, il y a tout ça, tu sais, qu'on vient à contrôler avec certains principes et certains guidelines. Mais en gros, ça ressemble à ça. Tu as le monde des bactéries, puis tu as le monde des fongies. Dans le monde des fongies, les champignons, tu as les levures, puis tu as les moisissures. Les deux ont des conditions favorables pour être en santé très différentes au même titre que les bactéries. Puis en fonction de ça, ben là, on peut dire, OK, si je veux faire un kimchi, ben clairement, c'est les bactéries lactiques que je veux favoriser. Les bactéries lactiques, eux autres, ils ont besoin d'un milieu anaérobique, donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Puis ce milieu-là, ben, il est favorisé en disant que je coupe les légumes, j'écrase, je mets du sel pour que ça dégorge d'eau, puis là, ben, à un moment donné, les bactéries lactiques prennent le dessus, ces autres, puis ils vont faire descendre le pH. Puis quand le pH est acide, ben, les autres sont bien dans un milieu acide, donc ils continuent à bien être en santé. Si par exemple, je voulais faire des bactéries acétiques, ben, les autres ils ont besoin d'oxygène. Donc là, je vais laisser ouvert mon pot de fermentation pour qu'il y ait de l'oxygène. Puis là, ça se peut que je compose avec la moisissure parce qu'elle aussi a besoin d'oxygène, au même titre que la bactérie acétique. Donc là, dépendamment de comment on surfe les vagues, ben là, on peut favoriser un pendant un certain temps. Après ça, OK, là, on rouvre le tonneau, on veut que les levures s'installent, boum, on fait de l'alcool. Après ça, on veut ça au vinaigre. Vous voyez, c'est comme on peut jouer avec tout ça. Donc, tu sais, les grandes familles, c'est lactique, acétique. Les bactéries sont où? Ben, elles sont dans le terroir. OK? Tu sais, on peut l'acheter en sachet, là. Mais quand que je fais du kimchi, moi, c'est le chou. Ben, c'est les bactéries du sol qui migrent sur le chou. Puis quand on chope le chou, qu'on met le sel, c'est ces bactéries-là qui capotent parce que là, elles ont accès à comme plein de sucre d'un coup, ils se multiplient, ils font descendre le pH. Je n'ai pas besoin d'ajouter. Il y en a qui le font, mais moi, c'est directement comme ça, puis ça va bien. Pour ce qui est, mettons, de faire de l'alcool, ben là, peut-être qu'on va rajouter des levures spécifiques pour aller chercher les goûts qu'on veut. Parce que chaque levure va avoir un goût différent. C'est pour ça que les brasseries qui vont utiliser des levures sauvages, ben, c'est vraiment le fun parce que tu sais que tu peux juste goûter à cette bière-là. Là-bas, c'est comme tu ne pourras jamais goûter un goût similaire ailleurs parce que c'est les levures du bas du fleuve. C'est pas les levures du fond de l'Estrie. C'est vraiment différent. Donc, je reviens un petit peu à ma diapo. On a les bactéries lactiques, les bactéries acétiques qui, elles, vont aller plus vers les vinaigres. Dans le fond, ce qu'ils font les bactéries acétiques, c'est qu'ils transforment l'alcool en vinaigre. L'alcool est issu des levures qui, elles, transforment les sucres en alcool. Dans les bactéries alcalines, ce n'est pas tant une catégorie comme lactique et acétique, c'est plus pour montrer qu'il y a une autre forme aussi. C'est parce que lactique et acétique, ça crée des acides. Acide acétique, acide lactique. Puis ça s'en va vers le côté, justement, pH bas, acide. Mais tu as des bactéries qui font l'inverse, comme la famille des bacillus, comme le Bacillus subtilis, qui est à l'origine du natto. Le natto, c'est une légumineuse, souvent le soya, fermenté avec cette bactérie-là, ça devient très visqueux, c'est intense, c'est vraiment umami. Pour les Nord-Américains, c'est vraiment dur, c'est comme un level 5 là, de goût, mais c'est vraiment intéressant aussi. Puis c'est bourré de vitamine K, c'est extrêmement bon pour la santé. Il y a la nattokinase qui est une enzyme vraiment incroyable là-dedans, qui est étudiée beaucoup, qui est utilisée aussi en pharmacologie. Donc voilà. Puis là, ben, après ça, les levures, on les connaît. Les moisissures, comme je disais tantôt, le tempeh, le koji, mais aussi le soufou. Ce qu'on voit là, l'espèce de petit chapeau de poêle là, en bas à droite, ça, c'est du tofu qui est fermenté avec une moisissure, puis ça fait comme ça d'épais, genre de poils dessus. Puis ça a la réputation d'être vraiment capoté, là, super bon. C'est comme sucré, umami profond, whatever quoi. J'en ai déjà goûté un qui était plus lacto-fermenté, là, fait que je peux nous donner une idée, mais un jour, peut-être. Puis je parlais tantôt de complexité, celle-là est peut-être un peu plus chaotique, là. Clairement plus chaotique. Mais c'est pour dire, en fait, par exemple, un levain, c'est quoi? Ben, le levain, c'est souvent genre bactéries lactiques et levure.
Tu sais, tu vas avoir comme, il y a au-dessus de 60 micro-organismes différents qui étaient associés au levain. Fait que c'est très complexe, mais encore là, c'est lié au terroir. Fait que le boulanger de la Minerve et le boulanger de Val-David, ils ont des levains complètement différents. En fonction de ce qu'ils leur donnent comme grain, en fonction de la quantité de sucre, etc. Un kombucha, tu sais, bon, on connaît bien le kombucha, en tout cas de plus en plus, ou les kéfirs, ça, c'est des scobies. Le SCOBY, c'est une association symbiotique entre une levure et une bactérie. Ça fait une espèce de... Ça crée quelque chose de réel, c'est comme... C'est pas transparent, c'est vraiment comme... Ça ressemble à une espèce de glu qui se tient, là. C'est comme une mer à vinaigre, finalement. Puis un SCOBY, ben, ils font des cuirs avec ça maintenant. Tu peux acheter genre comme un manteau de cuir à base de SCOBY de kombucha. Ça, ben, c'est vraiment cette relation-là entre la bactérie acétique et la levure qui s'est créée pour favoriser l'un et l'autre là-dedans. Les saucissons traditionnels, les fromages aussi, souvent c'est levure puis bactéries lactiques. C'est un fromage à pâte ferme, qui a comme une petite croûte dessus, ça c'est la moisissure, mais à l'intérieur il y a une lactofermentation. Puis miso tamari, ça c'est genre un autre niveau de complexité, c'est genre tu travailles, au début tu fais une moisissure avec le grain, après ça tu rajoutes de la légumineuse cuite, du sel puis des lactobacilles, puis tu fais fermenter ça à l'air libre avec les levures, puis tu brasses ça tous les jours. Puis là, ben, cette espèce d'équilibre de tous ces organismes-là fait en sorte qu'au final, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, tu as un truc vraiment très bon, autant au niveau de la santé qu'au niveau du goût. Ça va? Puis la magie de ça, oui, c'est le vivant, c'est dire comme... C'est comme un artiste peintre qui fait comme super belle toile, c'est l'organisme vivant qui va peindre, mais c'est grâce au pinceau aussi, puis la peinture qui va réussir à faire quelque chose. Fait, nos micro-organismes travaillent beaucoup avec leurs enzymes. Si j'ai des exemples d'enzymes digestives qui ont été comme imagées par des programmes informatiques, c'est comme psychédélique pas mal, une enzyme. Mais on peut l'imaginer comme une clé, en fait. C'est comme, dépendamment de quel verrou on veut ouvrir, ben, ça prend une clé différente. Fait que si par exemple, mon but, c'est de transformer l'amidon en sucre simple, ben, je vais utiliser des amylases. Puis des amylases, il y a comme plein de variétés d'amylases. Et là, si mon but, c'est de transformer ce sucre-là en alcool après, ben là, je vais travailler avec les levures qui vont avoir d'autres types d'enzymes, puis d'autres façons de métaboliser la matière, etc. C'est un peu comme dire, OK, je veux chauffer en hiver, ça me prend du bois. Ben, premièrement, tu ne vas jamais couper le seul arbre qui est dans la prairie. Okay? Ça, c'est règle numéro 1. Mais mettons qu'on se dit que c'est le seul arbre qu'on a, ben, comment on le fait pour le couper? Parce que ultimement, tu ne vas pas juste comme le mettre à terre et le rentrer dans la maison complètement. Là. La porte va rester ouverte, c'est sûr, puis qu'il va faire fret. Fait que l'idée, c'est de faire de la bûche. Quand tu veux faire de la bûche, ben, tu as besoin d'outils. C'est le même titre, c'est comme l'enzyme, c'est notre chainsaw, c'est notre sécateur, c'est notre fendeuse, c'est ce qui nous permet d'aller chercher, dans le fond, simplifier la matière qu'on a besoin, simplifier l'énergie pour faciliter la digestion dans notre poêle à bois. Ça va? Puis, il n'y a pas juste du bois qui va se créer de ça. Tu sais, moi, là, je sais que la chainsaw, là, puis je suis comme, mettons, elle est électrique, là, parce que si elle était au gaz, ben là, elle créerait du CO2. Mais mettons qu'elle est électrique, ben moi, je suis, là, j'ai chaud, là, ça crée de la chaleur. Là. Fait que ça c'est un métabolite, là, c'est comme un déchet organique qui s'en va. La sciure de bois, c'est comme un résidu que je ne peux pas vraiment faire quelque chose avec, sauf peut-être, je ne sais pas moi, pour cultiver des champignons. Fait que c'est comme un peu notre acide lactique dans la fermentation. C'est comme quelque chose d'autre qui apparaît dans la dégradation, qui peut être serviable à autre chose que juste chauffer. T'sais. Donc, quand il y a une manipulation de la matière, il y a de la chaleur qui est dégagée, puis des nouvelles molécules émergentes, comme je parlais tantôt au niveau des propriétés fonctionnelles. Puis c'est ça, la chaleur, je disais, quand on fait du tempeh, là, ça en génère du BTU, là, BTU qui est la mesure de la chaleur, là, de la génération de chaleur, de la puissance de la température. C'est beaucoup d'énergie, là, comme notre tempeh, il faut qu'il fermente idéalement entre 27 et 37 degrés Celsius interne, la température. Mais genre, lui, il peut monter jusqu'à 45 là, puis mourir. Là, comme l'humain, là, genre. T'sais. Son idéal, là, c'est tant de CO2 dans l'air que tel climat, là, mais il s'en fout, lui, il brûle jusqu'à temps qu'il va dépasser son pic de bien-être. C'est de se libérer de ça dans le fond, puis de dire, OK, comment le tempeh peut m'enseigner sur mon équilibre de CO2, moi, dans ma vie, est-ce que je suis en train de surchauffer, là, ou est-ce que j'ai une bonne baseline,
Fait que moi, quand je suis en train de faire du tempeh ou des fermentations, etc., je suis comme inspiré par les genres d'enseignements qui m'apportent. Les observations que je fais, ça me sert. Au-delà de dire je fais un produit alimentaire, je le vends, j'ai de l'argent, je peux vivre de ça, bien, il y a aussi cette espèce de nourriture qui vient avec ça, qui est au-delà de moi. Vie microscopique, je parlais de microbiote tantôt, ça aussi, on a une petite image créée par l'ordinateur de bactéries qui est en train de manger une fibre indigeste. Ben, dans le fond, c'est ça. La fibre indigeste, c'est la nourriture des bactéries, généralement, des probiotiques. Puis le probiotique, c'est l'organisme vivant. Puis lui, ben, quand il bouffe, puis il vit, ben, il lâche des gaz, puis il y a des déchets qui sortent de son mode de vie. Fait que ça, c'est les postbiotiques. Puis en ce moment, s'il y en a qui sont intéressés à faire un peu de recherche là-dessus, les postbiotiques, c'est encore plus intense que genre les recherches sur les probiotiques. Parce que dans le fond, on se rend compte qu'on a des probiotiques qui ont comme un ensemble de postbiotiques, puis là, c'est qu'on les connaît à peine. Fait que là, les étudiants, on est comme, oh my god, mais genre cet enzyme-là, c'est fou ce qu'elle fait, ah, mais là, quelle affaire, malade, tu sais. Puis finalement, on peut passer notre vie à étudier juste comme une bactérie, tu sais. Fait que c'est vraiment fascinant de voir tout ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de manger des fibres, grosso modo. Puis les probiotiques, on peut les avoir dans le yogourt, on peut les avoir dans le miso, dans la choucroute, dans une bonne carotte là, qui n'est pas tout à fait bien lavée, qui sort du jardin bio. Tu sais, limite, là. C'est ça. Je pourrais vraiment rentrer beaucoup plus dans le détail avec ça, mais bon, ça sera pour une autre fois. Fait que quelques propriétés émergentes, juste pour vous montrer un petit peu l'éventail de propriétés émergentes, qui soient à la fois fonctionnelles ou nutritionnelles. Je l'ai dit tantôt, le miso, réduction de la pression artérielle. Mais ça, c'est une parmi une liste de une vingtaine environ. La choucroute, on parle souvent de choucroute pour probiotiques. L'aspect de stimuler le système immunitaire, de renforcer le système immunitaire via l'effet probiotique. Au niveau du tempeh, on parle beaucoup plus de biodisponibilité des protéines, donc des acides aminés de la protéine. Tantôt, la protéine, c'est genre l'arbre, puis l'acide aminé, c'est genre la bûche. Comme, si moi, j'ai comme mon système digestif, il y a à digérer l'arbre, ça va être plus dur à digérer que si elle est déjà prédigérée en partie, puis là, je le mange, là, tout de suite, genre, les acides aminés vont directement dans mon organisme, puis comme, let's go, on continue de s'entraîner. Fait 10 push-ups de plus au moins, tu sais. Puis aussi, la vitamine B6, B12, tu sais, le complexe B, en le fond, c'est des bactéries, ça. OK? Fait que quand on fait du tempeh, je peux dire, oui, je mets la moisissure, mais je mets aussi une bactérie qui, elle, va générer de la vitamine B12. Fait qu'on peut jouer aussi en rajoutant des choses. C'est deux micro-organismes qui vont bien travailler ensemble. Puis au bout du compte, la vitamine B12 qui ressort de ça est beaucoup plus facile à assimiler pour nous. Elle est comme dans sa forme, elle est plus digeste pour nous. C'est pas comme une de synthèse, qui est comme souvent vendue en supplément. C'est comme deux mondes pour l'absorber. Absorptibilité, je ne sais pas trop. Absorptibilité. Absorption, en tout cas. La faculté d'absorption. Après ça, ben, on parle de la mazake. La mazake, quand je parlais tantôt de saké, l'alcool, ben, avant de faire l'alcool, il faut que tu fasses comme ton lit d'alcool, qui est comme la transformation des sucres complexes, l'amidon, en sucre simple, puis les levures s'installent qui fassent l'alcool. Ben, la mazake, c'est la maman du saké. Maman, saké, l'alcool de riz. Puis ça, c'est un genre de yogourt, vraiment bon, puis c'est vraiment doux. Donc, les gens qui font de l'inflammation du tube digestif en général, c'est vraiment très bon pour eux autres. Puis le natto, je n'ai parlé un petit peu, là, le complexe de vitamine K, la nattokinase, qui est un exemple d'une enzyme vraiment capotée, qui est beaucoup étudiée en ce moment. Puis ça, c'est juste comme, c'est simple, là, fermentation, il y en a, là. Il y en a, j'ai un livre, là. Ça dépend sur l'ensemble des fermentations indigènes partout dans le monde. Les alcools, les ci, les ça, tout ça. Les doubanjang, c'est genre des espèces de pâtes fermentées de légumineuses avec des piments forts. C'est comme fermenté pendant des années. C'est super bon. C'est comme piquant, puis en même temps sucré, puis umami. Puis c'est ça. C'est bon pour nous, finalement. Donc, c'est ça. C'est de revenir à œuvrer avec le vivant. Puis j'ai pris l'exemple du compost. Pour ça, c'est comme que ce soit avant de le mettre au compost, que ce soit utiliser le compost pour refaire la grande boucle alimentaire, ben c'est à tous les niveaux, c'est de travailler avec le vivant, de comprendre le vivant, puis de favoriser les principes écologiques qui vont faire en sorte qu'on prend soin. Puis quand on prend soin, ben c'est comme prendre soin d'un ami, ben tu sais que ton ami, il va être là, tu sais qu'il va prendre soin de toi aussi en échange. Fait que c'est une façon de régénérer notre culture. Pas nécessairement juste notre culture de microbiote,
notre culture starter, mais aussi notre culture humaine, finalement. Puis, il n'y a pas de très grande différence entre les deux, finalement, mais comme de se dire comment l'humain, dans le fond, dans sa façon d'interagir avec son environnement puis répondre à ses besoins, ben, il vient favoriser le vivant. Good? Là, on rentre un petit peu plus dans l'aspect entrepreneurial, économique. C'est comme dire, OK, oui, ben beau, là, avec le vivant, faire de la fermentation, c'est bien glamour, c'est cool, c'est à la mode, whatever. Mais moi, j'ai le goût de partir une business de construction, genre. Ben, il y a les mêmes principes de base s'appliquent à faire de la fermentation puis au design de vie, comme je parlais au début. Puis il y a une citation que j'aime bien de Charles Eisenstein, c'est un philosophe dans la pensée écologiste. Il dit, l'économie de la nature ou l'économie du don représente le renversement de la consommation vers la contribution, de la transaction vers la confiance, de la rareté vers l'abondance, puis de l'isolation vers la communauté. Donc là, si on a ça en tête, de dire, OK, comment je peux créer une entreprise ou être en relation avec le monde autour de moi en favorisant la contribution? Bien, favoriser la contribution, c'est de dire, ben, tu veux donner un coup de main, ben, let's go, on a de la place pour toi. Fait que là, tout à coup, tu participes. Quand tu participes, ben, tu sors de ton appartement, tu n'es plus tout seul, tu tisses des liens sociaux. Fait ça prend soin de la communauté. Puis là, ben, quand tu es dans une communauté, ben, tu te rends compte que l'autre, il est peut-être un plombier, puis comme malade, il ne va pas réparer mon robinet. Fait que tu as de l'abondance, comme un ami qui t'aide, etc. Donc, c'est un peu un guideline philosophique, ça rentre un petit peu dans l'éthique que je parlais tout à l'heure, qui amène à comme faire face à la réalité des choses. Ici, on a deux grands paradigmes qui s'affrontent au quotidien dans notre société. Okay? La crématistique puis l'économie. Okay? La crématistique, ça c'est Aristote qui a fait la distinction. Là. La crématistique, c'est l'accumulation de biens et de capital d'un individu au détriment les uns les autres dans une perspective court terme. L'économie, c'est la gestion des ressources dans la maison par et pour la communauté pour une perspective long terme. Okay? Dans notre système capitaliste, okay, on peut avoir les deux mindsets, dans le sens qu'on peut être un capitaliste crématistique et dire, ben moi, j'accumule, puis ma sécurité, elle vient de l'accumulation, puis je suis indépendant. Okay? Fait que là, le capital, lui, il monte vers le haut, fait qu'il y a tout le temps des riches et des pauvres. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit, ben moi, ma sécurité, elle vient de mes relations, puis le capital, il tourne. Okay? On fait en sorte qu'on fait circuler le plus possible les ressources, puis on prend soin de nos relations. On est plus dans une forme d'interdépendance. Okay? Ça, je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est un paradigme, c'est vraiment une vision du monde. Ça change complètement la vision du monde. Fait que quand je disais tantôt gagnant, 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 ben là, on est dans le cercle de l'économie. Si on est de gagnant-perdant, on est dans la crématistique. Okay? Puis, veut pas, on le sait bien, là, il y a des couples qui montrent que c'est pas parce que tu as plus d'argent que tu vas être plus heureux, au final. Puis c'est beaucoup plus en lien avec tes relations que tu vas être heureux, tes relations avec ta nourriture, les relations avec le paysage, tes relations avec le social, qu'avec ce que tu as physiquement pour toi dans l'indépendance. Puis ça, il y a des études justement, quand je parlais tantôt de Reality 101 de l'Université de Minnesota, qui montrent que quand tu es rendu à 70 000, mettons, par année, là, à partir de là, la courbe de bonheur, elle ne monte plus. Là. Les premiers 40 000, c'est comme fou. Là. Mais après ça, c'est comme ça vient stabiliser, puis même que des fois, ça descend au bout de 100 000 parce que là, consommation, puis tu ne sais plus dans quel bain tu joues. Fait que d'avoir ça en tête, dis-moi dans ma vie, c'est quoi je veux? Je veux-tu créer un écosystème dans lequel moi je suis bien, mes besoins sont remplis, puis que ce que j'offre, ça fait du bien autour de moi, ou je veux être indépendant, puis avoir bien du cash, puis faire ce que je veux sur la planète, parce qu'anyway, on a un monde qui nous permet de le faire. Puis c'est pas de dire que c'est bien ou mal l'un l'autre, c'est juste dire qu'est-ce que tu as le goût de vivre, finalement. Puis je vous présente un peu les deux grands portraits. Fait que le capital, c'est quoi? Ici, je vous montrais, le capital, il passe du bas vers le haut à gauche, puis il tourne dans l'autre. Le capital, dans le fond, c'est quelque chose que l'on peut quantifier ou donner une valeur qualitative. Puis dire, OK, par exemple, moi, je peux capitaliser sur l'expérience de voyage. Je peux dire, je vais aller faire plein de voyages, j'ai appris plein d'expériences. Ça, c'est un capital. C'est dur à quantifier, mais il y a une valeur associée. Au même titre que dire, du capital financier, ça se compte bien. Donc, le capital, il y a plusieurs façons de le voir, mais en même temps, c'est toujours quelque chose qui a une valeur palpable, que l'on peut rendre qualité ou en quantité, comme je me disais. Puis, bon, je vais vous présenter la liste des 8 formes de capitaux que nous, on utilise en design régénératif. Là. Le financier, on connaît bien. C'est le système financier, l'argent, un outil d'échange qui nous permet de faire des transactions de plus ou moins grandes selon le besoin.
Le capital matériel, on le connaît bien aussi. Autant nos déchets que le stock qu'on a dans nos maisons, c'est du capital matériel. Comme, c'est pas juste, le capital, c'est pas juste positif, ça peut être aussi négatif. C'est comme le déchet et un capital matériel de notre société. Puis il y a même des archéologues modernes qui font de l'archéologie dans les dépotoirs pour voir si l'humain mange quoi, il fait quoi. Tu as le capital vivant, on connaît bien, les forêts, l'air, l'eau, etc. C'est un capital fondamental. C'est un capital de base qu'on appelle, un capital nourricier. Capital informationnel, intellectuel, dans notre société, le savoir, il décuple, c'est capoté à quelle vitesse qu'on apprend des choses en tant qu'humanité. Les bibliothèques, mais toutes les databases, c'est incroyable. Capital expérientiel, Yoda, il en connaît pas mal plus que moi, comme il y a de l'expérience, Yoda. Mais le voyage aussi, puis ces choses-là, ça nous amène de l'expérience. Capital social, nos réseaux, les humains, etc., c'est super important. Ça, c'est un autre capital nourricier. Sans lui, l'argent, ça n'a rien. C'est personne à qui transiger l'argent, ça n'a rien. Capital spirituel, puis ça, c'est peut-être le plus dur à catcher dans notre culture, mais comme, le sens que je me fais des choses, c'est comme, tu n'es pas besoin d'être religieux, c'est pas ça l'idée, c'est juste dire, comme, mettons, moi c'est être au service du vivant, fait que pour moi, de dire, comme, j'ai une partie de moi qui est comme, ben, merci la forêt d'être là, merci à l'eau de me nourrir. C'est comme, je conçois que je peux remercier ces choses-là, même s'ils ne m'entendent pas dans mon langage. Puis ça me fait du bien d'être en relation comme ça. Puis pour d'autres personnes, c'est peut-être autre chose. Puis c'est un autre capital qui est nourricier parce que sans le sens que l'on se fait des choses, c'est bien dur d'avancer dans la vie. Fait que des fois, ça va peut-être l'appât du gain, la carotte au bout du bâton. Mais cette carotte-là au bout du bâton, je peux dire ça, elle peut changer tout le temps, mais il y a des choses profondes qui ne changent pas, puis c'est ça qui est le plus dur à trouver dans notre société. Mais je vous invite à aller mettre les mains dans la terre puis vous questionner là-dessus. Capital culturel, genre les histoires qu'on se raconte, la cabane à sucre, c'est le temps des sucres. Là, c'est le temps de faire les sucres, c'est le printemps, etc. Ben, ça, c'est issu d'un patrimoine culturel, toutes ces choses-là. Puis ça, ben, c'est comme je disais tout à l'heure, la culture humaine, la culture starter, c'est toute cette complexité-là des comportements qui fait en sorte qu'on va choisir une stratégie plutôt qu'une autre pour répondre à nos besoins. Ben, c'est un peu le capital qui rejoint toutes les autres. C'est lui qui est comme le fondement qui va faire en sorte comment on utilise notre argent, comment on utilise notre matériel, comment on tisse nos relations, comment ci, comment ça. C'est le capital culturel. C'est pour ça qu'on dit souvent, prenons soin de la culture, mais c'est ça aussi que ça veut dire, la culture. Donc, ces 8 formes de capitaux-là, ben, ils interagissent de façon équitable. Oui, je parlais que la culture est comme plus reliée que les autres, mais en même temps, sans l'un et l'autre, justement, c'est les liens qui font en sorte que ça marche. Ce n'est pas nécessairement juste les éléments. Puis ces liens-là vont faire en sorte qu'on peut voir beaucoup plus de qualité sans nécessairement avoir autant de quantité. Fait que si, mettons, chez les Amish, on monte une grange en une semaine, ben c'est parce qu'il y a une efficacité, il y a une qualité des liens qui le permet. Puis quand on est dans une foule, puis un peu de chaos social, ben il y a moins d'organisation potentielle que chez des gens qui ont des pratiques culturelles qui leur permettent de dire « OK, on se mobilise, on le fait ». Fait que même titre que de dire, OK, on a un gros réservoir d'eau, mais si ça pète, tout pète. Mais tandis que si on a plusieurs réservoirs d'eau, ben là, tout à coup, plus de biodiversité, meilleure qualité des liens. On a moins de quantité, mais on a une meilleure qualité. Puis c'est quoi qu'on veut au bout? On veut-tu avoir plus de choses à gérer en quantité ou on veut quelque chose qui est à échelle raisonnable, qui est de qualité finalement? Puis c'est la même chose, c'est comme, mettons, mon chandail, ici, c'est une amie qui fait des vêtements, c'est comme j'en ai un au lit. Puis comme ça fait des années que je l'ai, puis je vais l'avoir encore longtemps. La journée qui déchire, je l'amène à mon ami, on me le répare. Puis, à la base, de me coûter 100$, pas bien plus cher qu'un hoodie ailleurs. Fait que c'est comme qualité des liens, Moi, je sais que si j'ai besoin de vêtements, c'est elle que je vais avoir maintenant. Puis, elle veut du tempé en plus. C'est cool. Donc, les capitaux essentiels, c'est comme sans eux autres, il n'y a rien d'autre. Fait que spirituel, je disais tantôt, le sens qu'on se fait des choses. Capital culturel, comment on interagit dans tout ce brassage-là d'expérience, puis d'humain, puis de valeurs, puis de moments, puis comment scripter. Le social, nos relations, puis le naturel. Sans l'environnement, on se le fait marteler depuis qu'on est à l'école. S'il n'y avait pas de forêt, on ne pourrait pas faire des 2x4 puis se bâtir des maisons. Il faut prendre soin des forêts. Mais des forêts, ce n'est pas juste du 2x4 pour faire des maisons. Des forêts, c'est plus complexe.
Ça revient après ça à la culture. Tu dis, OK, ben là, mais moi, dans ma culture, on m'a appris à l'école que la forêt, c'était du 2 par 4. Non, non, mais c'est pas vrai. Tu sais, dans le fond, les forêts, il y a des champignons, il y a des choses, il y a des micro-organismes, puis tu sais, il y a des trucs pharmacologiques vraiment importants. Nanana, tu sais, on complexifie cette culture-là. C'est les liens. C'est les liens qui nous unissent, finalement. Créer, c'est comme une molécule, là, c'est une molécule qui se balance. Tu sais. On veut qu'elle reste balancée. Parce que sinon, dans l'entrepreneuriat conventionnel, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va extraire des capitaux de base, des capitaux nourriciers, puis on va gonfler le capital financier pour augmenter notre indépendance puis avoir du power over. Tu sais, dire, ben, moi, j'ai pas besoin de toi, moi, je peux t'acheter, tu sais, genre. Puis gonfler notre matériel, finalement. Puis bon, l'expérientiel qui vient avec aussi, l'informationnel, mais le portrait général, c'est ça que ça donne. Fait que si je veux pas ça, ben là, je reviens à mon schéma, puis je fais comme, OK, genre, comment je peux prendre soin des capitaux de base, prendre soin de la vie, ça revient à ça, ça a toute la narrative depuis le début, puis dire, OK, comment je peux y arriver? Fait que là, bon, on rentre dans les questions de patterns naturels, je parlais de la qualité tantôt, de créer avec des systèmes vivants, de travailler avec ça. Puis tu sais, ça, c'est un schéma, mais tu sais, cette science-là de design est vraiment plus approfondie que ça. Fait que, comment je peux faire en sorte que mon impact négatif va réduire versus mon impact positif, ta. Ben là, on peut arriver à dire, OK, on redistribue cette richesse-là. Fait que si j'ai de la... Tu sais, c'est comme dire, j'ai une analogie que j'aime bien, l'argent, c'est comme de l'eau, OK? C'est comme si j'ai un bassin versant, qu'il n'y a pas de végétation, qu'il y a une grosse pluie, c'est comme plein de cash qui arrive d'un coup, ben ça va lessiver mon sol. Pas plus avancé que si tu n'en avais pas. Puis même que là, en plus, tu as un effet négatif, ça a lessivé ton sol, tu as peut-être fait de la coke pendant comme une semaine. C'est comme, tu vois, c'est comme, il y a du monde qui vont avoir bien de l'argent à un moment donné, puis vu qu'ils ne sont pas à gérer avec cet argent-là, ben, ils vont scraper leur vie avec. T'sais. Fait que comment arriver à dire, ben oui, mon souhait, c'est d'avoir plus d'eau dans mon système hydrique, mais est-ce que mon système hydrique est capable d'en absorber plus? Fait que là, d'étudier l'eau, de dire, OK, ben moi, je viens d'une famille que c'était quand même aride, tu sais. Fait que pour commencer à avoir une meilleure relation avec cette eau-là, je vais faire des baissières, je vais faire des petits étangs, tout ça, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une pluie, puis si je suis capable d'absorber cette pluie-là, ben, mieux en mieux, ça va y aller. Puis là, ben, en plus, on sait que la végétation dans les altitudes crée de la transpiration, fait que favorise aussi les précipitations. Fait que plus ça va, plus tu as de végétation, plus tu as de précipitations, plus tu as d'humidité, plus tu as d'eau. Plus tu as d'eau, plus tu gères. Puis si tu gères en quantité, comme on voyait le barrage tantôt, ben là, ça se peut que ça soit dangereux, ça demande beaucoup de moyens, ça coûte cher en énergie, etc. Mais si tu as des bassins gérables à échelle humaine, tu as une belle grande biodiversité, puis au final, l'argent, ça devient juste un outil de vie, tu sais. C'est plus cette espèce de chose, ah, je veux la pluie, puis là, elle tombe, puis t'as rien, t'as pas de contenant, puis la prendre, t'es comme, fuck! Tu sais? Et ça m'aide beaucoup aussi à me dire, est-ce que cette tasse de cash-là que je pourrais faire, elle va vraiment me servir? Ou bien elle va faire en sorte que mon sol va être beaucoup plus aride finalement au bout du compte parce que ça va se lessiver, puis moi, je vais avoir passé 3 ans de ma vie à me brûler, tu sais. Donc, ça aussi, c'est des questions qu'on peut se poser. Beaucoup de questions à se poser. Puis bon, ben, quand tu te poses des questions, à un moment donné, tu aboutis à des réponses, tu sais, puis nous autres, ben, Cellulose alimentaire, c'est un peu la réponse que moi, de la vie m'a amené à faire. Tu sais, je disais tantôt, j'étais plus un gars de sciences sociales, etc. Mais moi, j'ai eu la chance de tomber un peu dans le voyage, de rencontrer des gens en permaculture vraiment cool, de faire des projets, etc. Puis, à un moment donné, quand je suis revenu d'un voyage qui m'a comme complètement éclaté la vie, j'étais à terre. J'ai rencontré mes mentors en fermentation, qui sont Suzanne et Gilbert, des aliments Massawippi en Ontario. J'ai travaillé pour eux autres pendant à peu près 5 ans, 5-6 ans. Puis tu sais, je tripais bien raide. Puis là, ben, Suzanne m'a dit, je viens pas ton affaire, tu sais, vas-y, on a besoin, puis tout ça. Fait que là, j'ai parti là-dessus. Mais en parallèle à ça, avec un de mes bons amis, on faisait du kimchi. Puis là, ben, les amis, il y avait le kimchi. Hey, ton kimchi, on veut du kimchi, blablabla, blablabla. OK, le kimchi, c'est comme une choucroute épicée, c'est un genre de pickle. Puis là, on s'est dit, ben là, on va pas faire du kimchi toute notre vie, tu sais. Seul dans notre cabane, ou même on a fait 150 kilos chez ma mère, tu sais. On va pas faire ça, tu sais. Fait que là, c'est soit en fait qu'on se mécanise, tu sais, qu'on va dans la pause de dire, Chris, on va acheter des machines, ils vont couper le chou, mettre le sel, puis let's go, puis on va en faire du kimchi, tu sais. Mais là, demande plus d'investissement, il faut que tu t'engages en esti, puis qu'au final, si ta machine pète, t'es comme, tu sais, t'es pogné avec ça, là. Fait que là, on s'est dit, ben, le monde veut du kimchi, qui viennent de faire le kimchi. Okay? Fait que là, on a créé la célébration du kimchi.
Puis là, ben, 20-30 personnes par jour viennent faire du kimchi, tout le monde est échangeur kimchi, il y a des ateliers de kimchi à chaque jour, c'est comme vraiment le fun, tu sais, finalement. Puis on en fait du kimchi, je vais vous montrer un petit peu plus loin les chiffres, mais comme c'est vraiment un modèle qui m'a permis de builder un réseau social capoté. Puis finalement, faire, ben, Chris, dans le fond, j'étais un gars d'univers social, je tripe social. Là, je rentre dans une entreprise qui groove genre un modèle qui fait en sorte que les gens, on a un réseau vraiment fun. Les gens tissent des liens entre eux. Si je sais que, tu sais, mettons, ma chum Sabrina, genre, tu sais, elle débarque parce qu'elle a fait du design logo, puis là, elle rencontre Louis qui fait de la programmation, puis là, un autre, puis là, ces trois-là, ils parlent ensemble, ils disent, hey, on fait ce projet-là, puis finalement, ça devient un incubateur à projet, juste parce qu'on fait du kimchi puis on jase, tu sais, parce qu'un et l'autre s'est rencontrés. Donc, ça crée des interfaces de rencontres. Tantôt, je vous parlais des principes de permaculture, mais il y en a un, c'est favoriser les interfaces, l'effet de bordure. Il y a plus de biodiversité dans le 10 mètres qui relie la forêt puis le champ qu'il y a dans la forêt ou dans le champ. C'est comme l'effet de bordure, créer des interfaces. Dire, OK, on fait une garderie puis un centre de personnes âgées, puis comme on les fait interagir ensemble, hey, la richesse va sortir de là. Donc, la célébration du kimchi est apparue comme ça. Puis par la bande, ben là, à un moment donné, à travailler dans le miso et tout ça, ben là, j'étais comme, hey, je veux faire d'autres fermentations, tu sais. Et là, le tempeh sans soya est rentré dans ma vie. Puis là, je fais, ah, wow, ça, c'est une belle alternative. Tu sais, une alternative à la viande, tout ça. Moi, je suis un gars de feeling, puis comme manger du tempeh de soya, ça me fait pas super bien, mais du tempeh sans soya, ça me passe super bien, puis je suis aussi bien rassasié que la viande. Puis ça, c'est un indicateur qui fait en sorte que moi, je suis bien. Donc, probablement, ça va être mieux pour les autres. Puis en plus, je vais en parler plus tard, mais le poids, il est mieux pour le sol que le soya au final, au niveau de la culture aussi. Fait que nourrir une culture humaine au service du vivant, c'est ça notre mission. Fait qu'on nourrit littéralement à tous les niveaux la culture au sens large, humaine aussi, tous les humains, pour le vivant. Puis on a bien du fun avec ça. Fait qu'on a parti des besoins, ça revient à ce que je disais tantôt. Une santé digestive, ça c'est mon chum Conrad qui a fait le kimchi, et le premier kimchi, ben lui il était comme, man, moi j'ai pas un digestif, je fais du kimchi, finalement ça crée de bon kimchi. La santé des écosystèmes, fait que la façon qu'on va aller chercher nos matières premières. Souveraineté alimentaire, bien sûr, tu sais, je ne veux pas être dépendant des rangs de ce monde au niveau alimentaire pour me nourrir, tu sais. Je veux savoir comment cultiver ma nourriture, etc. Les liens de communauté, c'est un besoin fondamental. Être à échelle humaine, puis avoir une autonomie énergétique. Justement, c'est pour ça qu'on a des choucoutières traditionnelles roumaines, là, puis comme on rentre notre chou, tu sais. Puis finalement, un de mes besoins à moi, c'est la créativité. J'ai besoin de pouvoir un espace pour créer, tu sais. Fait que, puis créer, bien, ça veut aussi dire comme tisser des liens, donc optimiser les ressources. Tu sais. Dans un contexte de ressources de plus en plus limitées. Donc, la célébration du kimchi, on s'inspire des communautés de bactéries. Les bactéries travaillent ensemble. Quand ils défoncent une fibre alimentaire, ils ne travaillent pas tout seuls. Tu sais, comme les enzymes de l'un, les enzymes de l'autre favorisent à tout le monde. C'est s'inspirer du vivant pour œuvrer ensemble. Puis à chaque automne, ben, c'est ça. Ça, c'est le jardin sans pépins. En bas, à l'automne, on se lançait des choux, la chaîne de choux, c'était bien le fun. Pour vous dire, ça fait 5 ans qu'on fait les célébrations du kimchi. C'est plus de 400 personnes qui ont passé différentes. Parce qu'à chaque année, il y en a qui viennent. C'est un beau rythme de saison. Si on parlait tantôt de patrimoine culturel ou les cabanes à sucre, ben, nous autres, à l'automne, on fait des stocks. Parce que les choucroutes, le chou va être prêt à l'automne, on fait des grosses quantités, puis ça se conserve. Ça se conserve pour l'année. Donc, c'est le chiffre du consommateur, le producteur que je disais tantôt. On offre une opportunité de s'impliquer à tout le monde. Que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, tout le spectre. La date, on a eu du genre bébé à 85 ans. Puis il va dire, le gars là, de 85 ans, là, il a chopé du chou en esti, je vous dis. Plus de 400 personnes, 400 adultes formés en 5 ans, formés parce qu'on donne à chaque jour un atelier sur la lactofermentation, plus la documentation qui vient avec. C'est comme un package deal. Tu viens faire du kimchi, tu as du kimchi en échange, en plus tu apprends comment le faire, fais-le chez vous, vas-y. Entreprise régénérative, c'est de dire, moi, là, si je disparais du jour au lendemain, est-ce que ma mission continue? Le but, c'est de dire que moi, à un moment donné, je ne serais même plus capable de vendre du kimchi parce que tout le monde va faire du kimchi. C'est un peu ça l'idée. Bon, il y a un pourcentage qui vient de la communauté, bien sûr. C'est des échanges équitables, j'en ai pas mal parlé. On fait ça l'année passée, à l'automne, on a fait ça dans 4 régions du Québec différentes. On produit localement, puis c'est vendu localement. Fait que les légumes locaux sont transformés à la ferme ou dans la région, puis après ça, c'est dispatché pour les besoins de la région. Donc, on a Montérégie, Mont-Tremblant,
Saint-Adrien dans le centre du Québec, en Estrie. Chaque lieu est différent. Il y a des places, c'est des fermes, il y en a, c'est une épicerie, il y a une place, c'est un centre de santé alternatif avec un spa, sauna, ça c'est bien cool. On a du fun de faire. De finir la saison-là, on a du fun. Ça nous permet de s'approvisionner vraiment localement. L'année passée, c'était 9 producteurs différents qui nous ont fourni en légumes. Puis ça permet de créer des partenaires de vente aussi, tout un réseau qui se développe avec ça. À l'heure des réseaux sociaux, c'est pas juste de comme capable de voir ce que l'autre a posté, puis comme le bitcher ou comme rire de lui ou comme, tu sais, peu importe quoi. C'est aussi comme builder un réseau qui est comme, ouais, on a une mission en commun. T'sais. Ça, c'est vraiment, on est vraiment chanceux d'avoir ça. Puis c'est un couteau à double tranchant, comme on dit. Les réseaux sociaux, il faut apprendre à user de ça avec parcimonie. Productivité surprenante, c'est quand même un bébé, comme ça, c'est ma filleule Mana, qui fait des carottes, elle tripe, elle a trippé, on va un bon 15 minutes avec des carottes. C'est ça, puis une productivité à échelle humaine. C'est comme si ça s'adapte au milieu, on a des frais fixes bas de production, on permet de valoriser le lieu qui n'avait peut-être pas un lieu de production avant. Ça peut aller de 5 à 40 personnes en même temps faire du kimchi. Ça peut être de 2 à 7 jours consécutifs. On fait plusieurs recettes différentes. Puis notre record de rendement, c'est 3500 kg en 5 jours, ce qui est quand même bien cool. Puis tu vois, l'année passée, on a fait 8 tonnes et demie de lactofermentation. Puis là, cette année, on va en faire plus. On a 2 équipes, on va pouvoir faire 2 célébrations du kimchi en même temps dans différentes régions. Puis comme couler ça ensemble. C'est vraiment le fun. Puis au final, tu n'as pas besoin de faire vraiment plus que ça. Mettons une machine à chou qui coupe le chou là, industriel, là, ça vaut peut-être 5000$, qui n'est pas si pire, mais genre, ça te fait 500 kg à l'heure. Mais faut que tu le vendes au bout, là, ton 500 kg. Là. Fait que tu fais ça avec des distributeurs qui vont comme distribuer ta bouffe pour toi, puis ils vont te faire une grosse cote, là, ben, tu travailles pour des peanuts, puis là, tu es endetté pour ta machine. C'est un autre game. On est dans le dégénératif, ça coûte cher, c'est linéaire, on n'est pas dans la complexité. Après ça, ben là, les moisissures nobles, c'est une autre chose. L'incubation de moisissures, le travail de moisissures, c'est moins partout en même temps, tout ça, c'est vraiment l'union des liens. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres artisans. J'ai un ami à Rimouski, il y en a un autre en Estrie qui est en train de démarrer du tempeh aussi. Puis on partage beaucoup, très dans l'open source. Puis ces liens-là ben, nous renforcent dans le fond localement. Je vais parler tantôt de tempeh de pois jaune. C'est nice, c'est avec la petite sauce piquante habanero arbousier, ça c'est frais. Frais, mais genre, c'est cinglé, là, du tempeh frais, c'est vraiment très bon. Puis c'est comme, je mange la moisissure, man. C'est mal. Ça a l'air capoté, mais comme au final, c'est vraiment bon, tu sais. Puis l'autre à côté qu'on voit, qui est comme une espèce de petit fromage à pâte ferme, ça c'est le fameux tempeh Inoculo Koji, je parlais tantôt, qui sont des tests en cours pour faire des genres de saucissons ou pour faire des parmesans. On n'a pas besoin d'avoir de ferme d'animaux pour avoir du lait, mettons, pour faire ça. On a juste besoin d'avoir de la légumineuse puis des moisissures pour faire des goûts capotés. Le koji compagnie, le koji smoke moisissure pour faire des miso, du tamari, de la mazake, name it. On peut même faire de l'acide citrique avec certains koji. Il y a des souches. Parce que là, après ça, oui, je parle de la moisissure à tempeh, mettons le rhizopus, puis la moisissure à koji qui est l'aspergillus. Mais eux, il y a comme plein de cousins, là. Puis genre, t'as le cousin qui fait de l'acide citrique, t'as le cousin qui sort plus d'umami, t'as le cousin qui gère bien les gras, t'as d'autres, c'est plus les protéines, etc. Fait que vraiment, tu sais, c'est comme on en a pour des générations devant nous autres à faire des affaires, tu sais, c'est ça qui est fun. Puis une belle communauté en ligne aussi dans le partage des expériences. Puis je parlais tantôt du poids, tu sais, qui est comme plus écologique dans sa production. Mais ici, on a un champ qui a 15% de pois jaune dedans, dans le semis, puis l'autre, c'est de l'orge brassicole à la bière. Fait que notre producteur, lui, sème les deux, avec justement 15% de pois jaune, le reste en orge. Il récolte les deux en même temps, quand ils sont prêts, les deux en même temps en plus. Puis là, il les crible, il les sépare, dans le fond, parce que le seigle est plus long, le pois est plus rond, puis ça fait des filtres différents. Donc, dans le même champ, on a la base pour faire notre tempeh puis faire notre bière. C'est cool, ça. C'est le même terroir, c'est le même champ, c'est tout ça. Puis le pois, lui, il fait quoi? Il fixe l'azote dans le sol. Puis le grain en a besoin quand il creuse de cet azote-là. Fait qu'en fixant l'azote en même temps que le grain en a besoin, il y a comme une relation d'accompagnage qui est vraiment favorable. Puis le grain, lui, permet à la légumineuse de s'installer. Donc ça, c'est vraiment fun. C'est pratique agricole à encourager, vraiment. Puis bon, ça, c'est notre réseau, là. On fait la route de Mont-Laurier jusqu'à Sherbrooke, à Québec, centre du Québec, on fait des runs.
On a vraiment un modèle de vente atypique. Comme là, tu vois, demain, j'ai une amie qui passe chez nous ramasser une commande parce qu'elle est en train de travailler dans le coin de Mont-Laurier, mais elle s'en retourne à Sherbrooke en passant par Drummondville. Fait que là, elle va dropper du stock à Drummondville parce que j'ai une commande de 3 jours. Je fais comme, j'ai une commande de 3 jours, je vais pas à Drummondville avant un mois. Qui passe par là, je fais un post Facebook, comme, pouf, 3 heures plus tard, j'ai une amie qui dit, hey, dans ton coin, je vais passer, je m'en vais à Drummond, super. Parfait, tu sais, on s'arrange de même, puis à un moment donné, c'est comme, ça va bien, c'est le fun. Fait que c'est vraiment tisser les liens, ça, je veux dire, le fait d'être obligé, moi, d'être enraciné à l'Adel, faire mon tempé, fait en sorte que je suis moins partout. Mais là, tout à coup, je me rends compte des liens que j'ai créés, puis là, ben, ça permet au système de se tenir. Puis pas avoir besoin d'un distributeur qui prend une grosse cote. Donc, ramener plus d'argent dans mon système, la redistribuer, puis là, ben, l'eau continue de faire son choix. Donc, ça revient à ça. Ça revient à c'est quoi ton handprint, c'est quoi ton footprint, comment on organise tout ça, puis c'est quoi les enjeux qui me touchent, tu sais. Même question que les besoins. C'est quoi l'enjeu qui me touche, c'est quoi mes besoins, puis c'est quoi les stratégies que je mets en place pour répondre à ces enjeux-là. Question qui se pose à chaque moment, dans le fond, tu sais, parce que même si tu as une solution, il faut que tu aies du feedback, il faut que tu sois capable de voir l'impact, puis jouer avec ça. Donc, tu sais, je vous invite vraiment à être visionnaire, tu sais. Visez votre créativité, puis vous amusez avec ça. Donc, voilà. Je vous remercie.